Merci, merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Nous en venons à notre invité, Ali Fari Ndiaye, qui est spécialiste des questions américaines. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Aram. Merci de l'invitation. Et Daouda qui reprend sa place de chroniqueur, puisque tu as été notre invité pour la première partie. Alors, on va parler de la situation entre l'Iran et les États-Unis, des frappes iraniennes qui ont été notées sur 2 bases américaines au niveau de l'Irak, quelques jours après la mort du général Qassem Soleimani. Assiste-t-on à une escalade? Je crois qu'on assiste à une réaction appropriée de l'Iran par rapport vis-à-vis de l'affrontement ou bien vis-à-vis de l'assassinat du général Soleimani. Parce que comme on le constate, les millions d'Iraniens qui ont témoigné leur sympathie et qui se sont mobilisés pour montrer leur désapprobation vis-à-vis de cette initiative idéaliste de M. Donald Trump, nécessitait une réaction appropriée de la part de l'Iran pour soulager un peu l'opinion publique et aussi justifier cela par le fait que c'est une réponse par rapport à l'initiative américaine. Parce qu'on a même entendu une menace de la fille du général juste après son décès contre les États-Unis en disant que la réaction serait beaucoup plus, disons, élevée par rapport à ce qui a été noté. Tout à fait, et ça c'était quelque chose qui était stratégiquement important parce que la fille du général a réagi après que le guide suprême ait rendu visite à sa veuve, sa maman, pour présenter les condoléances. Et naturellement, elle a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour venger mon père. Et c'était normal, effectivement, que l'Iran aussi puisse réagir. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce qui explique un peu la réaction de l'Iran. Mais ce qui est souhaitable, c'est que cette réaction, comme je l'ai dit, doit être proportionnelle à l'affrontement, mais on ne souhaite pas qu'il y ait que la situation s'aggrave. Parce que nous sommes dans une situation où, que ce soit des 2 côtés, à savoir l'Amérique, ou que ce soit de l'Iran, certes les 2 régimes ont besoin d'un ennemi pour se renforcer. Parce que vous savez, en Iran, avant l'événement, on avait des manifestations au niveau interne, d'opposition interne qui étaient qui était la réaction de la cherté de la vie et de la crise économique qui était la résultante de l'embargo américain dans ce pays-là. Et au niveau des États-Unis aussi, nous avons aujourd'hui un processus d'impeachment de Donald Trump qui fait qu'aujourd'hui, la Chambre des représentants a voté pour la destitution du président et que la phase qui va au Sénat, c'est la 2e phase. Et donc, que ce soit au niveau des États-Unis et que ce soit au niveau de l'Iran, les 2 régimes ont besoin de cette situation pour renforcer leur position au niveau interne. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que tout ce qui s'opposait tous ceux qui manifestaient contre la cherté de la vie et contre le régime iranien, maintenant se sont ralliés autour du régime iranien contre l'Amérique qui est désormais l'ennemi à combattre. Et donc, dans cette affaire-là, on est un peu dans l'option de ce que Trump est en train d'appliquer, c'est la théorie diversionnaire, ce qu'on appelle en relation internationale. Quand on l'entend, on a l'impression que, certes, les États-Unis veulent embrasser la paix, mais quelque part, on décèle un peu un ton menaçant à sa façon de parler en disant que le général était le pire terroriste au monde et le fait que les États-Unis l'aient tué participe à lutter contre ce phénomène. Il les appelle également à essayer de trouver un accord, mais tout en sachant que les États-Unis vont rester sur place et ne comptent pas quitter l'Irak. Oui, et ça, il faut comprendre aussi que ce serait, si les États-Unis décident de rester en Irak de manière unilatérale, alors que les autorités irakiennes eux-mêmes, à travers une résolution, ont demandé à l'Amérique de quitter, ce serait contraire aux principes qui ont été à la base de l'invasion en 2003. Parce que rappelez-vous, quand le président George Bush décidait d'envahir l'Irak, il justifiait cela en partie par la nécessité de créer un espace de démocratisation du Moyen-Orient. Or, la démocratisation, ça suppose qu'effectivement, ce qu'on appelle le check and balance, la séparation entre les différents pouvoirs et la possibilité pour des institutions de décider de l'avenir de leur pays. L'Amérique ne peut pas être vue et ne doit pas être vue comme une force d'invasion en Irak. Et c'est pourquoi cette décision du Parlement irakien est vue un peu comme une humiliation par l'Amérique qui, dans son orgueil,
dit qu'il va continuer à rester en Irak. Et je crois que c'est les Français aussi ont cette position, mais vous savez, la France n'est là-bas qu'avec 200 soldats, dont 160 s'occupent de la formation des forces iraniennes. Donc ce serait effectivement quelque chose qui ne serait pas accepté au niveau international. Parce que les États sont autonomes, et comme le dit effectivement la Convention des Nations Unies de 48, la résistance à l'oppression est un devoir. Et si l'Amérique continue à se maintenir en Irak, malgré les positions du Parlement, ce serait vu comme effectivement une force d'invasion. Oui, donc c'est quelque chose qui est tout à fait injuste. Est-ce que vous ne craignez pas une escalade? Parce que les États-Unis, l'Iran, vous parlez tout à l'heure de riposte quand même par rapport à une attaque, alors que les États-Unis estiment, comme Aram l'a si bien dit, que le général Soleimani dirigeait une entreprise terroriste. Oui. Est-ce que vous ne craignez pas quand même, si les deux pays quand même campent sur leur position, une escalade? Non, parce que vous savez, le général Soleimani dirigeait les Quds, la branche la plus crédible de l'armée. Et certes, les gardiens de la révolution ne sont pas une organisation terroriste avant que Donald Trump lui-même décide de les inscrire comme une organisation terroriste. Et vous savez, dans cette situation-là, à chaque fois, comme on dit, qui veut accuser son chat l'accuse de rage. Il a été identifié comme un terroriste, mais en vérité, il est vu en Iran comme un nationaliste. Si véritablement le général qui a été assigné un terroriste, ces millions d'Iraniens qu'on a vu se rallier pour lui témoigner leur sympathie, cela voudrait dire que tout le peuple iranien est terroriste. Ça, c'est un motif créé par Donald Trump pour renforcer sa position au niveau interne. On peut assister à une escalade, mais ce n'est pas souhaitable. Parce que, vous savez, l'Iran contrôle une bonne partie du Moyen-Orient. L'Iran a de l'influence en Irak. Avec la guerre de l'Irak, l'Iran est devenu la principale force qui contrôle l'Irak. L'Iran contrôle le Hezbollah. Et on a vu Hassan Nasrallah, à travers les organisations que Israël considère comme une organisation terroriste, l'influence qu'il a au Liban. Et aussi, n'oubliez pas que l'Iran, aujourd'hui, avec son allié russe, contrôle la Syrie. Compte tenu du Yémen, où il contrôle les Houthis. Donc si on élabore la carte du Moyen-Orient, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'influence de l'Amérique et de l'Iran, l'influence de l'Amérique et de l'Arabie, son allié l'Arabie Saoudite et l'Israël est en train de diminuer dans le monde musulman, alors que l'Iran est en train de s'expandre. Et l'une des raisons qui font ça, c'est que quoi qu'on en dise, l'Iran est une démocratie. Moi, je me rappelle aux États-Unis, dans les cours de comparative politique, l'Iran est enseigné comme une démocratie. D'accord. Une démocratie. Donc, c'est l'Iran qui a profité de cette situation pour s'extendre. Maintenant, comment il va utiliser cette influence-là en Yémen? Ou à partir de là-bas, il peut atteindre les pétroliers, les compagnies d'exploitation pétrolière de l'Arabie Saoudite. Et vous savez que ce sont ces armes-là souvent que le faible utilise pour atteindre le fort. Il peut utiliser les organisations qui sont sous sa coupole, l'Hezbollah, pour affaiblir un peu la Syrie et lancer des roquettes en Israël, ou bien même détruire les installations pétrolières de l'Arabie Saoudite. Et ce qui aura immédiatement comme conséquence l'augmentation du baril du pétrole. Ce qui a déjà commencé. Oui, mais là, ce n'est pas très important parce que là, on est juste à 5%. J'ai été un peu surpris d'ailleurs que la bourse n'a pas chuté. Mais cela est dû au fait qu'il faut comprendre que l'Amérique, depuis un certain temps, sur la question pétrolière et sur l'agression, enfin, la réaction n'a pas été vue par la bourse comme quelque chose qui va véritablement impacter. Parce qu'eux, ils disent qu'il y a 80 morts. Aux États-Unis, ils disent qu'il n'y a pas de morts. Ce qui est une bonne chose. Et enfin, l'autre arme que l'Iran dispose, c'est le contrôle du détroit d'Ormuz, où transitent chaque jour 20 millions de barils de pétrole. Il suffit que l'Iran ferme cette péninsule-là, qu'il partage avec le Oman, qu'il utilise les réseaux qui lui sont favorables pour attaquer les organisations pétrolières de l'Arabie Saoudite, pour tout simplement qu'on assiste à une situation dont les conséquences aux États-Unis seront défavorables à Trump. Parce que l'Américain est toujours contre son régime s'il voit deux choses. À la pompe, le prix à la pompe grimper, ce qui sera fondamentalement lié avec la baril, et aussi s'il voit tout simplement que les questions de casualty, les questions de mort dans une intervention militaire commencent à être importantes. Et c'est pourquoi, dans toutes les guerres que l'Amérique enclenche, ils appliquent un peu ce qu'on appelle la doctrine de Colin Powell. Est-ce qu'aujourd'hui on peut s'attendre à un nouvel accord entre les deux États, Téhéran et Washington? C'est pas possible, la déchirure est très profonde, mais il faut se réjouir d'un certain nombre d'initiatives qui ont été prises par l'Allemagne. Parce qu'aujourd'hui, M. Maas Henko, le ministre des Affaires étrangères allemand, s'est rendu tout simplement en Iran. Et il a échangé avec son collègue Mohamed Zarif et il a demandé à l'Iran de revenir sur
l'accord de 2015 et la possibilité d'arrêter d'enrichir l'uranium. Ce qui est une excellente initiative qu'il faut saluer. Et je crois que l'Allemagne, en prenant une telle initiative, est en train de montrer qu'il est un acteur important dans la sous-région. Il faut souhaiter tout simplement que les Nations Unies profitent de cette situation pour effectivement jouer leur véritable rôle. Parce qu'entre les deux extrêmes et l'unilatéralisme qui est en train de se développer des deux bords, il faut une approche multinationale. Et l'approche multinationale ne peut que venir que des Nations Unies. Cela d'autant plus que l'Amérique n'a pas eu le soutien de ses alliés européens pour cette fois-ci. L'Angleterre n'a pas réagi favorablement, l'Europe est un peu en retrait, et donc ce qui veut dire que l'Amérique ne peut pas s'engager. Et mieux, il y a quelque chose qui est important, ce qu'on appelle le War Power Act aux États-Unis. Le président Trump à lui seul ne peut pas engager l'Amérique en guerre. Parce que depuis 1947, pour engager l'administration, les États-Unis en guerre, il va falloir que cette guerre-là puisse être vendue aux Américains, approuvée par le Congrès et validée par le Sénat, afin qu'on prouve que cette guerre est une réaction par rapport aux intérêts économiques américains. Donc je crois que cette phase-là, à 1 an de l'élection, sera une phase difficile à vendre aux Américains. Et mieux, comme je le disais, pour vendre une guerre aux États-Unis, le président doit réussir 4 choses. Il doit d'abord, à travers des tournées, montrer aux Américains que cette guerre est liée avec les National Security Interests, les intérêts de l'Amérique, ce qui n'est pas le cas. La deuxième chose, c'est que la guerre doit être, il faut beaucoup de forces militaires, et là on est dans la doctrine de Colin Powell. La troisième approche, c'est que la guerre ne doit pas être longue, parce que si la question des morts continue à s'améliorer, l'opinion commence à se braquer contre le pouvoir. Et enfin, il faut ce qu'on appelle une exit stratégie, une stratégie de sortie de crise. Or, au stade actuel, l'administration Trump n'a même pas une stratégie claire par rapport au Moyen-Orient. Moi, je me réfère à la mort de Abu Bakr al-Baghdadi. Ça, c'est récent. On a le général Soleimani qui a été tué. On n'a pas vraiment l'impression que le président Trump est en train de poser des axes qui tendent à calmer les tensions au niveau du Moyen-Orient. Effectivement, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il prend des actions et il dit que je le fais pour empêcher une guerre. C'est la première déclaration qu'il a faite après la mort du général. Il dit qu'il a pris cette initiative préemptive pour empêcher de créer une guerre. L'Iran a réagi en bombardant les installations en Irak pour dire qu'ils le font pour aussi empêcher une guerre. Donc, des deux côtés, personne ne veut prendre l'initiative de la guerre. Et cela se comprend parfaitement. Mais il faut comprendre aussi qu'à l'intérieur des insiders, de ceux qui élaborent les politiques étrangères au niveau de l'administration Trump, les diplomates de carrière ont été isolés par ceux qui sont aujourd'hui les conseils de Donald Trump. Principalement son beau-fils, Jared Kushner, qui a épousé son épouse, qui est juif et qui est connu comme quelqu'un qui défend exclusivement les intérêts d'Israël. Or, à la situation politique aujourd'hui, si vous l'analysez en Israël, vous voyez que le Premier ministre Benjamin Netanyahu est prêt d'aller en prison. Il y aura des législatives qui vont se faire. Il a été déclaré coupable de corruption. Donc ce qui peut arranger la situation pour les Israéliens, c'est que l'Amérique puisse faire le boulot pour eux. Très bien. À vous entendre parler, le président Trump a commandité le meurtre du général Soleimani pour renforcer sa position au niveau interne. Est-ce que ce sera suffisant pour stopper la procédure d'impeachment qui a été déclenchée? Non, absolument pas. Parce que ça c'est pertinent. Lui, Donald Trump, en 2008, quand Obama se préparait pour la réélection, il a lui-même accusé Obama en disant qu'il ne faut pas qu'Obama crée une intervention militaire pour permettre à l'Amérique de voter pour lui. Ce qui veut dire qu'il sait que la théorie diversionnaire dans ces cas de situation peut permettre d'avoir le rassemblement du peuple américain autour de lui. La deuxième chose, Clinton aussi avait fait la même chose. Quand Clinton avait eu son impeachment, il avait bombardé à l'époque la Somalie pour divertir l'opinion publique contre les questions intérieures. Si c'est une tactique, cela ne peut pas l'arrêter. Parce que l'impeachment a été voté au niveau de la Chambre des représentants et que la procédure doit continuer. Et Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis, a été intelligente en décidant que les hearings vont se faire non pas en janvier mais en février. Donc eux, ils savent que Donald Trump peut jouer sur ça pour un peu divertir l'opinion. Mais de là à dire que l'impeachment va aboutir, c'est une question qui est extrêmement complexe. Parce que rappelez-vous,
Les démocrates sont majoritaires à la Chambre des commerces, de la Chambre des représentants, mais au niveau du Sénat, c'est les républicains qui sont majoritaires. Et que si cette initiative-là a été votée par les démocrates, au niveau de la Chambre républicaine, il va falloir qu'il y ait beaucoup de lobbying faire afin que les républicains puissent voter cela, et ce qui est peu probable. Donc la question d'impeachment va continuer, mais au moins Donald Trump a élaboré cela pour montrer aux Américains qu'à une année de l'élection, le monde est encore dangereux. Et donc vous pouvez faire confiance aux républicains, vous pouvez me faire confiance sur des questions de politique étrangère. Parce que l'expérience a montré que dans ce pays, quand il s'agit des questions de politique étrangère et de conflits, les Américains sont plus enclins à faire confiance aux républicains qu'aux démocrates. Malheureusement pour lui, il risque, s'il a quelqu'un comme Joe Biden qui a été vice-président, qui est l'un des meilleurs experts en politique étrangère, cette stratégie peut ne pas marcher pour lui. Il y a autre chose qui m'interpelle, le mutisme de la communauté internationale. Pour ce qui se passe entre Téhéran et Washington, normalement, on devrait avoir une position assez claire de la communauté internationale sur ce fait-là, mais on n'entend personne. On a l'impression qu'il n'y a que le président Trump qui fait et défait sans pour autant que personne ne puisse donner son mot à dire. C'est pourquoi je salue les initiatives allemandes. Et jusqu'à récemment, quand des situations se posaient, quand on parlait de la communauté étrangère et internationale, c'était les Nations Unies et c'était un peu l'Europe qui était à l'avant-garde. Aujourd'hui, eux, ils sont en retrait. L'Europe n'est pas d'accord avec ce que Donald Trump fait, mais il ne peut pas aussi avoir Donald Trump contre lui. L'Angleterre, qui est l'allié traditionnel et le jeune frère, s'est comporté comme quelqu'un qui ne veut pas parler de cette situation où il n'y a ni paix, il n'y a ni guerre. C'est pourquoi, quand on parle de la communauté internationale, on ne peut pas identifier exactement qui doit être l'incarnation de cette communauté internationale. Les Nations Unies se devaient, à ce stade, convoquer le Conseil de sécurité pour en discuter. Mais le monde étant tellement divisé au point qu'aujourd'hui, l'Iran et son allié, la Russie et la Chine, sont un peu les partenaires sur le plan international par opposition aux 2 ou 3 autres membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, à savoir les États-Unis, la Grande-Bretagne. La France devait continuer à jouer le rôle que le président de Gaulle avait joué en 1968 et le président Chirac avait joué pendant la Première Guerre. Mais malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, cette France est en train tout simplement de jouer, de casser son jeu, et dans cette affaire est en train de perdre l'initiative au profit de l'Allemagne. C'est pourquoi on ne peut pas identifier la réaction de la communauté internationale qu'à partir des initiatives personnelles de certains États qui doivent les amener à Pourquoi le Conseil de sécurité de l'ONU ne peut pas prendre ce dossier-là quand même pour les sapeurs-pompiers? Parce que le Conseil de sécurité, ils savent que Trump est quelqu'un qui avait toujours développé ce qu'on appelle US out of UN, UN out of US. Les États-Unis en dehors des Nations Unies, les Nations Unies en dehors des Nations. Donc ils savent qu'avec Trump, la déchirure est profonde et qu'ils ne peuvent rien négocier avec lui. Parce que lui-même, souvent, est en déphasage avec les ambassadeurs qu'il envoie au niveau des Nations Unies. C'est ce qui avait poussé d'ailleurs Barbara, la dernière représentante qu'il avait envoyée aux Nations Unies, à se retirer. Donc on ne sait pas véritablement qui est le réel player. Traditionnellement, l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies est toujours en phase avec le président, National Security et le secrétaire d'État. Mais souvent, les réactions impulsives de Trump et l'attitude qu'il a vis-à-vis du reste du monde font que les Nations Unies savent qu'ils ne peuvent pas, en tout cas, pousser Trump à avoir une réaction diplomatique et respecter ses engagements. Ils ont le sentiment que c'est quelqu'un, comme l'a dit d'ailleurs son ministre des Affaires étrangères, et c'est ce qui est grave. Il dit que le président agit, ensuite il réfléchit. Et ça, c'est le ministre des Affaires étrangères de l'Amérique, le secrétaire d'État, qui l'a dit. Imaginez-vous un président qui a ces pulsions-là et qui peut renvoyer à tout moment ses collaborateurs. Combien de conseils à la sécurité intérieure qu'il a renvoyé? Des gens qui sont des experts, qui ne sont là que pour vous dire effectivement l'attitude que vous devez tenir. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les Nations Unies sont dans une situation où le rapport avec Donald Trump ne sont pas des meilleurs. Mais en fin de compte, est-ce que Donald Trump fait l'affaire des États-Unis? Si on sait qu'avec cette affaire-là, c'est un autre feu qui est allumé quand même, parce qu'on a vu la guerre économique qui existe entre les États-Unis et la Chine. Et aujourd'hui, il y a... Et l'Iran qui menace les alliés des États-Unis. Voilà. Est-ce qu'il fait en fin de compte l'affaire des États-Unis? Il appartient aux Américains et aux Américains seuls de voir si Donald Trump fait leur affaire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne fait pas l'affaire du monde. La Chine est aujourd'hui en rivalité flagrante avec les États-Unis.
l'Europe est aujourd'hui en train de s'isoler. Ses voisins immédiats du NAFTA, que sont le Mexique et le Canada, ne s'entendent pas aussi avec Donald Trump. Donc il est parfaitement dans la ligne unilatéralisme qu'avait théorisé Pat Buchanan, qui disait tout simplement que l'Amérique doit s'isoler du reste du monde et qu'essayer de vivre de mener son existence en dehors de cela. C'est ce qui rend la tâche véritablement difficile. Qu'est-ce que l'opinion internationale peut faire par rapport à cette situation-là? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que l'élection de Trump était plus une réaction des white suprémacistes, des Tea Party, des républicains qui étaient contre la venue de Obama par surprise à la tête de l'Amérique, au point qu'il se disait que l'homme le plus radical contre Obama, c'est là où qu'il allait voter. Mais aujourd'hui, la donne a changé. L'Amérique, même dans le parti républicain, on voit que les modérés sont en train de prendre de l'espace, de gaining ground. On a vu Mitt Romney dire clairement, l'ancien candidat républicain en 2004, dire clairement, il est sénateur aujourd'hui, dire qu'il ne va pas soutenir la réélection de Donald Trump. On a vu le milliardaire new-yorkais Bloomberg, qui était républicain, qui a quitté le parti républicain et qui s'est investi pour l'investiture des démocrates pour battre Donald Trump. Oui. Donc aujourd'hui, Donald Trump semble être le plus grand diviseur commun du monde et de l'Amérique. Maintenant, sa réélection, une question qui va concerner uniquement l'opinion américaine. Mais je crois que cette opinion est assez mûre pour prendre les bonnes décisions le moment venu. Merci. Merci beaucoup, Ali Fakhri Ndiaye, spécialiste des questions américaines. Merci également à Daouda Mine et à vous qui nous suivez de partout. Demain, Inch'Allah, on se retrouve à la même heure. Excellente soirée sur la TFM. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Plaisir de voir Daouda.